Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Spécial Débat. Spécial Débat, aujourd'hui, va mettre l'accent sur notre profession et évidemment la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour débattre, je suis avec une des crèmes de notre presse, Élisée Odia, une intelligentsia de la République démocratique du Congo. Très heureuse d'être avec nous, Élisée. Merci de l'invitation. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de retrouver ce fauteuil. Ah, quel fauteuil! Ça ressemble à un trône. Je vois l'invité est roi ou reine. Élisée Odia, nous allons parler un peu de nous, parce que ces derniers temps, nous sommes la cible, vraiment, de la population, la cible de beaucoup de gens. Est-ce que le journalisme, je viens de lire le tweet tout à l'heure de Pascal Moulegua, que je salue, est-ce que le journalisme se meurt aujourd'hui en République démocratique? Parce qu'il y a un tweet là qui m'a fortement vraiment touché. Il a dit sous Kabila, ça c'est Jed, sous Kabila, on tué les journalistes, on fermé l'internet et tout ça, mais aujourd'hui sous Fachi, c'est le journalisme qui se meurt. Est-ce que le journalisme se meurt aujourd'hui? Je crois que ça peut faire un sujet vraiment d'une grande réflexion, qui peut nous permettre, nous les journalistes, de nous remettre en question, de voir ce qui ne va pas, mais également aux politiques, à la société tout entière. Et moi, j'irais même plus loin, c'est de savoir, est-ce qu'il y a seulement le journaliste qui se meurt ici en République démocratique du Congo? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se meurent. Mais puisqu'on parle de nous, moi je viens avant de venir ici, je crois que j'ai assisté à la présentation de ce rapport de GED. C'est vrai qu'il est revenu sur le fait que pendant l'époque de Kabila, les journalistes étaient tués, les journalistes étaient arrêtés, enlevés, séquestrés, et gens vivaient en clandestinité. C'est pas différent d'aujourd'hui, sauf que ça a une moindre proportion quand même. Actuellement, par exemple, quand vous lisez le rapport de GED, on vous dit jusqu'en 2021, 2022 plutôt, c'est un journaliste qui a été tué. Et encore heureux, on devrait avoir zéro journaliste tué. Mais on parle vraiment d'un accroissement des cas d'atteinte à la liberté de la presse par rapport à 2021. Donc on a du souci à se faire. Mais j'ai apprécié également un aîné à moi qui a dit pendant des échanges, c'est que c'est vrai, le journalisme peut-être se meurt, mais c'est pour qu'il puisse renaître. Laisser cendre, comme un phénix. Oui, même pas comme un phénix. Vous savez, quand vous cultivez, vous sémez, il faut que ça puisse mourir. Pour renaître. Pour renaître. Je crois qu'on est dans cette phase-là. Moi, c'est comme ça que je verrais quand même cette phrase-là. Le journalisme se meurt, pas pour disparaître, mais c'est pour renaître. Renaître en portant des fruits, des bons fruits pour la nation, des bons fruits pour nos familles, pour la société, pour le monde. Donc moi, je verrais plutôt ça dans ce sens. Vous voyez le verre à moitié plein? Non, mais même pas. Je vois ça parce que quand vous parlez, quand je reviens sur l'image que je viens de présenter, ce graine qu'on place sur la terre, c'est-à-dire ça peut donner l'impression comme si c'est fini. On va plus goûter à ce maïs ou à ce feuille de manioc ou je ne sais pas moi à quel autre fruit. C'est l'impression que ça donne. Mais en coulisses, je crois qu'il y a un travail qui se fait, ou sous le sol, sous la terre, il y a un travail qui se fait pour que quand viendra le temps et le bon moment, et ça varie selon les fruits, selon les arbres, pour certains ça peut prendre, pour le maïs, on me dit que ça prend 2 mois ou 3 mois, et du coup tu verras que les maïs vont vite pousser, pour d'autres plantes ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant c'est à nous de savoir, on va être... quel type de grain qu'on a sémé. Donc dire que je ne veux pas être fataliste, défaitiste, je crois que mourir parfois c'est bien, si c'est pour ensuite revenir à la vie et la mener calmement. Élisée Odia, par rapport à nos confrères et consoeurs de la presse étrangère, les correspondants de la presse étrangère ici se plaignent beaucoup. J'ai lu beaucoup de communiqués tout à l'heure, mais l'ensemble dit qu'ils sont en train de... le gouvernement actuel, ils ont l'impression que le gouvernement est en train de restreindre leur liberté, surtout par rapport à l'accréditation qui se renouvelle tous les 6 mois. On est en train de les coincer. Et moi, je pose la question à l'intelligence, à cette crème-là qu'est Élisée Odia. Est-ce que ces correspondants de la presse étrangère doivent brandir leur clause de conscience? Parce que ça devient impossible pour eux
de travailler librement, parce qu'on les traite de traîtres, on les traite de relayeurs, on les traite de tous les noms. Mais ils ne sont pas différemment traités de nous. Moi, je vais vous dire une chose, on parle des correspondants. Vous savez, il y a des correspondants locaux. Moi, je me suis essayée également dans ça, donc j'ai une idée quand même de ce que les correspondants peuvent endurer. En interne, déjà, il y a une pression au niveau local. Mais il y a également une certaine pression au niveau des rédactions, au niveau de l'étranger. C'est pas facile d'être correspondant parce qu'il y a certaines restrictions. Tu es pris entre deux feux. Entre le fait que... Et ça, là, je ne pense pas que ce soit l'apanage de simples correspondants étrangers, même de nos journalistes, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des concepts comme patriote, tu es face à une conscience. Tu te dis, j'ai l'info, je fais quoi? Et l'info va peut-être en désavantage de notre FRDC, puisqu'on parle de la situation à l'Est. Mais l'info est vraie. Je dois peut-être informer les gens qui nous suivent via les réseaux sociaux, via différents canaux de communication, que, attention, ils avancent. Quand je dis ça, est-ce que je ne suis pas patriote? Quand j'alerte. Vous démoralisez les troupes? Est-ce qu'on démoralise quand on alerte qu'il y ait un danger imminent? On prend l'exemple de Volcan, par exemple. Quand un journaliste, avec toutes les informations en sa possession, dit alerte, dit attention, il y aura éruption. Et qu'il faut, par exemple, que les uns et les autres s'éloignent. Je crois qu'on est... Et de l'autre côté, nous qui sommes ici, nous qui sommes Congolais, nous sommes butés à ça. On dit, j'ai une info comme ça. Moi, j'en ai plein, j'ai une info comme ça. Plus. Voilà, j'ai une info comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'alerte aux gens pour qu'ils puissent se mettre à l'abri, pour qu'ils ne puissent pas être l'objet de viol, de meurtre, où je me tais de peur d'être taxé d'antipatriote. Donc, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une situation que vivent les seuls correspondants étrangers. Nous les vivons au quotidien. Et à eux, puisque la question, c'est plus les correspondants étrangers, je me dis qu'il y a peut-être un changement de politique au niveau de l'actuel régime, quitte à savoir pourquoi, parce que je crois que en venant au pouvoir, beaucoup s'attendaient à avoir beaucoup plus de liberté et moins de restrictions. De la liberté, on espérait cela. Moi, j'ai cru, je dis, on aura moins de contraintes, moins de restrictions. Je ne parle pas de libertinage, je ne parlerai jamais de libertinage parce que j'ai toujours été contre cela. Mais on pensait qu'on parlerait plus de certaines choses, des menaces, des arrestations arbitraires. On pensait que certaines choses étaient dépassées, mais là, on peut assister à ce regain. Est-ce que, pour parler de nos confrères et trucs, est-ce que c'est un changement de politique par l'actuel régime qui nous le disent? Mais sinon, moi, je rappellerai au président de la République ces mots tenus également lors je crois, de l'État généraux, la convocation des États généraux de la presse, et qu'il allait travailler pour un média libre et indépendant, et que le régime allait travailler dans ce sens-là. Et nous espérons que ce n'est pas tard. À une année, on espère qu'il va continuer à travailler dans ce sens. Élisée Odia, vous êtes une journaliste reconnue dans mon pays. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que nos autorités aiment mieux s'exprimer dans les médias internationaux? Ce n'est pas que nous sommes jaloux, haineux ou aigris, mais de fois, les informations, les scoops, les premières, on les entend là-bas, eux comme nous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que nous sommes négligés? Est-ce qu'on ne nous apprécie pas notre propre valeur? Ou nous sommes des journalistes tellement banals, permettez l'expression, que bof. Qu'est-ce qu'Élysée peut dire? Le champ d'action d'Élysée, ça se situe qu'en République démocratique du Congo. Oui, mais ils peuvent dire ça, mais en même temps, si nous subissons certaines menaces, c'est parce que notre parole compte, notre voix compte, notre plume compte. Je crois qu'on n'a jamais été aussi puissant qu'en ces derniers jours, moi je peux le dire. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on scrute le moindre fait et geste, le moindre écrit de journalistes. Même s'ils refusent de reconnaître que nous sommes importants ou que nous sommes indispensables dans cette société qui se veut démocratique, mais en coulisses, aujourd'hui, ils reconnaissent. Pourquoi aujourd'hui on entend les gens dire « mais les journalistes doivent être patriotes » parce qu'ils connaissent la valeur du journaliste. Ils connaissent... C'est-à-dire, ce que moi j'écris n'a pas la même valeur que ce qu'un politique peut écrire,
que c'est qu'un Congolais lambda peut écrire. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, nous-mêmes, on ne peut pas se remettre en cause. Je crois qu'on devient réellement le quatrième pouvoir. Réellement le quatrième pouvoir, parce que ce qu'on écrit est pris d'une certaine façon. D'où, quand vous devenez un pouvoir, ou quand vous devenez un pouvoir, vous avez également des responsabilités. Un grand pouvoir, comme l'a dit. Si, je crois. C'est de grandes responsabilités, c'est la Suscite parole de grandes responsabilités. de Spider-Man. Responsabilité sociétale, responsabilité au niveau de la nation, il y a plusieurs responsabilités. Pour revenir à ce que je crois qu'on a déjà parlé de ça, du fait que. Moi, je crois que toute personne est libre. Personnellement, je me suis dit que je ne courrais plus derrière un politicien pour m'accorder une interview. Moi, j'ai levé cette option aussi. Hein. J'appelle une fois, vous ne décrochez pas, ben, j'appelle plus. Je ne ferai pas. Okay. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent, et c'est également de notre faute, parce qu'on a toujours tendance à croire que le journalisme qu'on fait, on doit toujours tendre le micro aux autorités. Non. On doit les tendre également, en fait, on doit tendre nos micros à ce Congolais lambda. Congolais, on va en accommoder. C'est ce que moi je fais d'ailleurs, ces derniers temps. Oui. Parler de leur situation, de leurs conditions de vie, de ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà pourquoi moi je suis de plus en plus dans des reportages. Et j'adore les reportages. Et il y en aura énormément. Et il y en aura. Et je vous confie vraiment un suite de reportage d'Élisée Odia. C'est fait. Je ne vois même pas la différence entre ça et TV5. Excusez-moi, je suis un peu chauvine, mais c'est comme ça. Quand vous suivez le reportage d'Élisée Odia avec cette voix magnifique, vous êtes transporté. Moi je le dis sans flatterie. C'est vraiment vrai. Donc on est dans ce cas de figure. Moi, je suis de plus en plus dans ça. Pour dire que vous refusez de m'accorder une interview, cela ne fait pas de moi moins journaliste. Exactement. Je suis désolée. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous pour mieux exercer ce métier que de temps en temps, maintenant là, je me passe royalement de certaines personnes. C'est pas avec arrogance que je dis ça. C'est de bonne guerre. Moi, je ne veux pas passer mon temps à pleurnicher, à commander, à dire venez chez moi. En tout cas, ceux qui veulent, il y en a de plus en plus qui nous contactent, qui reconnaissent quand même le travail que nous sommes en train de faire. Et tant mieux. Mais pour ceux qui pensent que nous ne valons rien, c'est de bonne guerre. Nous, on est dans. C'est aussi ça le métier. Qu'ils continuent à aller vers où ils pensent qu'ils seront écoutés. Mais je t'aime. Parce qu'aujourd'hui... Ils font des bourdes quand ils passent là-bas. Non, mais justement, pas que des bourdes, mais aujourd'hui, pourquoi vous avez entendu, par exemple, le président Mbosso dire on doit restreindre la loi si nous ne valons rien. Pourquoi vous nous menacez alors? Pourquoi nos paroles vous font mal? Pourquoi nos façons d'interviewer vous inquiètent? Pourquoi nos façons d'analyser vous mettent en difficulté, si on peut le dire ainsi, puisque nous ne valons rien, puisque nous ne sommes rien, puisque d'après vous, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont ailleurs? Ça ne devrait pas vous inquiéter. Vous ne devez pas faire de messe basse là pour savoir qui je dois mettre la main sur tel autre, je dois essayer de coincer l'autre dans tel... Non, c'est-à-dire quelque part, nous-mêmes, on doit prendre conscience qu'on est de plus en plus un pouvoir, on doit l'assumer, l'exercer en toute responsabilité. Avant, c'était des slogans. Aujourd'hui, moi, je tiens à vous dire qu'on est réellement un pouvoir. Maintenant, là, on travaille pour qu'on soit indépendant d'autres pouvoirs existants et on travaille pour qu'on puisse exercer ce pouvoir en toute responsabilité. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat de tous les jours. Nous allons un peu à l'Est, Élisée Odia. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes veulent une purge, permettez l'expression, au sein de l'armée. Alors, on se pose la question, le mixage de brassage a eu lieu vers les années 2000, si je ne me trompe pas, juste après Sun City, 2001-2002, je ne sais pas, il y a eu mixage brassage. Comment savoir aujourd'hui que cette purge-là ne va-t-elle pas déstabiliser un peu notre armée aussi? Oh là là, je suis dans une... Déstabiliser l'armée, purger... Moi, je suis très sceptique par rapport à ce qui se dit sur que certaines personnes, dont moi également, voilà pourquoi quand je donne mon avis, j'écris, c'est mon avis. Ce n'est pas une parole d'évangile. Ça peut faire l'objet d'un débat, d'une discussion. Je ne pense pas de tenir une vérité absolue.
surtout par rapport à la situation dans la partie est du pays qui est complexe, qui est aussi nébuleuse. Mais ce que moi je crois, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été commises depuis, allez, disons, depuis l'entrée de la FDL en 1997. Et je crois que c'est l'époque, c'est à cette époque où, à mon avis, on a cessé d'avoir une armée congolaise. Avec un seul corps. Un seul corps. Et je crois que c'est à partir de l'entrée de la FDL, la FDL, qu'on n'arrive plus à mieux gérer l'armée. Alors, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de remonter, de trouver une solution, elles ne doivent pas être des solutions ponctuelles. Il faut remonter, à mon avis, à la racine. Le départ, pour moi, avec l'armée, c'est la FDL. Qu'est-ce qui s'est passé avec la FDL? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui a été fait? Et ensuite, on chemine avec tous les régimes qui sont passés juste après la FDL, jusqu'à arriver à l'actuel régime de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que vous savez, au nom de la préservation, de la conservation de pouvoir, certaines de nos autorités ont été obligées de signer des pactes, de signer des choses, de signer des accords qui aujourd'hui nous reviennent en pleine figure. Effet boomerang. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte, c'est une erreur. L'erreur est humaine. Non, mais on ne peut pas dire à ce niveau pas une erreur parce qu'on parle de milliers et des milliers de morts quand même. Mais on peut dire, on doit avoir quand même l'honnêteté de dire non, là ça n'a pas bien marché. On a essayé ça, regardez, tout est parti de là. Comment on fait pour ne plus retomber dans ça? Et là, ça revient aux politiques. Ça revient aux politiques, même si l'armée est apolitique, mais il faut avoir une politique, je crois, militaire, de sécurité, de défense, voilà. Une politique de défense. Et aujourd'hui, depuis 1997, on ne connaît pas notre politique de défense. Nous avons nos frontières, elles sont, je ne sais pas s'il y a un pays où il y a autant de kilomètres des frontières avec d'autres pays. On est parmi les rares pays où vous avez des milliers, des kilomètres de frontières il faut sécuriser ces frontières. Est-ce que nous avons assez d'hommes pour ça? Et si nous avons assez d'hommes, est-ce qu'ils sont formés? Comment ils sont formés? Je ne parle pas de formations de 3 mois, de 4 mois. Je ne parle pas des formations de sous-officiers. Est-ce qu'on a des officiers maintenant? Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, il faut... L'armée reste apolitique, mais il faut une politique de défense. Et cette politique de défense doit être définie avec tout le monde, avec les politiques. On connaît, moi je ne sais pas, il y a certaines choses qui ne doivent pas être l'apanage des... Et tout ne peut pas être secret défense, en fait. Parce que mon secret défense ne peut pas être l'apanage de seulement ceux qui sont actuellement au pouvoir. Il y a des secteurs qui doivent bénéficier de l'adhésion de tous. Majorité, opposition, société civile. Il y a des secteurs comme ça. Comme la défense. Je me dis, on ne parle pas de révéler, mais on dit quelle politique de défense pour la RDC. On peut imaginer une thématique comme ça. J'aurais bien voulu peut-être qu'on entende ça dans des rencontres. Parce qu'on ne peut pas parler d'investisseurs dans un pays où il y a des bruits-de-bottes. Est-ce qu'ils viendront d'ailleurs? On ne fait pas ça. On ne le dira jamais assez. C'est du saupoudrage. L'argent n'aime pas le bruit de... C'est du saupoudrage. Je ne peux pas d'un côté parler investisseurs et de l'autre côté parler défense, guerre. Ça colle pas. On vous prendra pas au sérieux. Et on souffre de ça aujourd'hui. On dit, mais ces gens-là, ils nous
porte-parole du président, assistant du président, parce que j'ai vu également l'assistant du président s'y donner, répondre, venez avec des éléments, soyez un peu fouillés, soyez un peu sérieux dans la réponse. Vous ne venez pas avec, disons, fake news et puis vous attendez à ce que les gens disent Amen. Non, ça se passe pas. Est-ce que vous êtes pour le dialogue aujourd'hui? Est-ce que toutes les forces de la nation, les opposants et tout ça, aujourd'hui, la société civile, nous devons nous mettre autour d'une table aujourd'hui pour parler, enfin, que chacun donne son point de vue, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Tshisekedi est tout seul. Et voilà quoi. Non, mais pour sauver la nation, on doit tous s'unir. Mes interventions, forcément. Je dis, moi, je suis pour, parce que j'estime qu'on ne peut pas affronter le Front international si on n'arrive pas à créer un Front national. C'est que moi, j'ai appelé un Front national. Par rapport à la question de l'Est. Ça sonne Marine Le Pen. Ça peut sonner en interne pour ensuite affronter le Front international. Ça peut sonner, paraître un peu chauvin, comme dit. Mais on en a besoin pour parler d'une seule voix. Je parlais de ça sur la question purement de sécuritaire, surtout dans la partie est du pays. Ça fait 25 ans que ça dure. Chacun vient avec sa recette et ça ne marche vraiment pas. Quand je dis chacun, je peux parler, on nous dira deux présidents, mais est-ce qu'on doit attendre un troisième, un quatrième président où on peut faire, économiser le temps et dire venez? Parce que celui qui viendra après, s'il veut parler décollage du pays, il doit trouver un pays en paix et en sécurité. Pour cela, moi j'ai demandé, on fait ça. En interne, on doit arriver à parler d'une seule voix. Et c'est cette voix-là qu'on doit essayer d'apporter à l'extérieur du pays et créer un front international. Tant qu'on ne fera pas cela et que chacun ira, à mon avis, comme je l'ai dit, je n'ai pas une vérité absolue, on aura toujours un peu de difficulté à résoudre cette problématique, cette question de la sécurité dans la partie. Oui, pour un dialogue entre d'abord acteurs, leaders politiques congolais en interne. Ensuite, on peut dire, ils peuvent lever les options. Est-ce que maintenant on négocie avec ou pas avec le M23? Est-ce qu'on le fait avec le Rwanda ou pas? Est-ce qu'on le fait avec la communauté internationale qui pour certains soutiendrait le Rwanda via le M23? Donc, on peut avoir toutes ces précisions et comme ça, on saura quoi faire, parce que là, on est Élisée Odia, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous dit « on nous impose le dialogue ». Le « on », c'est qui? Ah là, on va lui poser la question. Le prochain briefing, on lui posera peut-être la question. Oui, parce que c'est un peu trop vague. Là. Mais parce que moi, je crois, il n'a pas voulu citer, mais si on se réfère à tout ce qui... À tout ce qu'il y a eu comme intervention par rapport à la ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec les États-Unis, avec les Nations Unies, avec l'Union européenne, tout s'atterrisse pratiquement avec une seule et même phrase. Le dialogue. Le dialogue. Négociation, dialogue. Donc, quand il dit on nous force, on sait que la position actuelle du gouvernement, ce n'est pas dialoguer avec le M23, tant qu'ils ne se seront pas retirés des positions qu'ils occupent. Bon, de l'autre côté, ils disent, on dialogue, il faut dialoguer. Ici, vous dites, on ne dialogue pas tant qu'ils ne se seront pas retirés. Et surtout, d'autres disent, non, on va dialoguer juste avec le Rwanda. Et je crois qu'on parle des États-Unis, c'est quand même une puissance. On parle de l'Union européenne, c'est également une puissance internationale. Quand je dis on nous force, je pense que le porte-parole du gouvernement, à mon avis, mais je crois qu'on aura le temps de lui poser également la question de savoir, mais je crois qu'à mon avis, ce sont ces gens-là, c'est les Nations Unies qui peut-être veulent assez qu'il y ait une négociation pendant cette période de crise, parce que moi, je ne veux pas... C'est vrai, on peut dire guerre, mais si on rentre vers la Constitution, on sait à quel moment on va parler la guerre. C'est ça aussi l'autre problématique, Élisée Odia, les mots à utiliser. Parce que beaucoup aujourd'hui, on ressort la vidéo de Gilles Alinguete, on ressort beaucoup de choses, et on nous reproche aussi à nos journalistes, quels sont les mots aujourd'hui employés? Vous avez dit, quelle est la situation aujourd'hui en RDC? Sommes-nous en guerre? Y a-t-il des conflits? Y a-t-il des zones de non-droit? Quels sont les termes que nos journalistes nous devons utiliser? Non, mais nous, on ne doit pas... Nous, je crois qu'on doit être respectueux de la loi, des principes et tout. Actuellement, même le gouvernement lui-même n'arrive pas à mettre
un mot sur la situation aujourd'hui. Sur ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas parler d'une guerre, on sait comment et quand est-ce qu'on peut parler d'une guerre, la procédure est connue. Okay. Donc, les gens qui nous reprochent de ne pas peut-être prendre la mesure inquiétante, à tort d'ailleurs, parce que nous, on prend la mesure de la chose dans la partie est du pays, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. Moi, j'ai des correspondants dans cette partie du pays, peut-être pas dans des zones comme Bunagana, mais j'ai des correspondants à Beni, Butembo, Goma. Donc, j'ai des familles aussi, des amis là-bas. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous essayons de prendre, et sans compter ceux qui nous suivent ça et là, qui nous envoient des informations, des images qui nous parlent, qui échangent avec nous. Donc, on prend la mesure de la situation. Mais le gouvernement lui-même n'arrive pas à bien définir cela. Donc, on ne peut pas nous reprocher de tâtonner également par rapport à la situation ou aux mots à mettre sur la situation qui se passe dans la partie est du pays. Un petit saut dans le passé, parce qu'on a parlé de l'imposition, parce qu'on a dit qu'on nous impose. Je voudrais un peu demander à Odia, l'historienne maintenant, est-ce que Kabila, à l'époque, avait-il cédé à cette pression-là, de on-là? Est-ce qu'il avait cédé quand il a fait le mixage, le brassage? A-t-il cédé à cette pression? A-t-il cédé au on quand il a fait le 1+4? Et si Kabila avait dit non à l'époque, est-ce que le Congo, la RDC, notre pays, allait-il subsister? J'ai toujours eu du mal à répondre à des questions. Il y a des si. Parce que j'ai toujours dit, comme l'adage le dit, avec le si, on mettrait Paris dans une bouteille. Voilà, c'est avec le si qu'on extrapole aussi. Aujourd'hui, avec un peu de recul, comme je l'ai dit tantôt, on peut voir là où ça n'a pas marché, là où on n'a pas bien fait les choses, pour essayer de corriger le futur. Parce que ce qui n'a pas été bien fait dans le passé, nous, présentement, nous en payons le prix. Il ne faut pas que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre la même situation. Donc, d'où notre devoir de voir ce qui n'a pas été bien fait dans le passé. Et je le dis, à mon avis, il y a des choses à revoir par rapport à tout ce que nous avons eu à signer comme accord. Parce qu'au nom, à mon avis, au nom de chasser, au nom d'un combat pour chasser Mobutu, on a eu peut-être à faire des accords qu'on n'aurait pas dû faire, avec un peu de recul. Au nom de l'unité nationale ou de récupérer l'intégrité de notre pays, il y a eu le 1+4. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire, mais qu'on a fait. Mais au moins, ça a porté quelques fruits, diront certains. En 2009, il y a eu CNDP, mixage aussi 2010. Moi, je me rappelle encore qu'en 2010, c'est la première opération rwandaise ici, au Mojawit, avec l'autorisation de Kabila. On a dit aux Rwandais, ok, vous dites qu'il y a des FDLR ici. Venez combattre avec nous, c'est FDLR, mais c'est pendant 1 mois. Et c'est là où on assistait à mon avis, peut-être avant, une première entrée officielle de l'armée ou des troupes rwandaises ici. Et nous étions à Goma pour assister à ce retrait de troupes rwandaises. On pouvait se dire, mais c'est fini, parce qu'eux-mêmes, ils étaient venus. Ils sont entrés, ils ont dit, les FDLR, venez combattre avec nous, ces FDLR, puisque vous dites qu'ils sont là. C'était ça. Mais depuis 2010, 12 ans après, ça devient une rhétorique. Alors, est-ce qu'en sourdine, il y a eu des choses qui se sont passées? Est-ce qu'il y a eu d'autres accords que nous, on n'a pas su, tout ce qu'on a constaté, et que quelques temps après, il y a eu des Kundabatoare, il y a eu de Boscontagada, il y a eu des Roniga, il y a eu... Mais je me dis, le problème actuel, c'est de savoir si c'est au niveau des accords. Les accords je ne vois pas. Les alliances se font et c'est de fond. Mais pour cela, il y a certains accords, vous ne pouvez pas vous-même le remettre en cause. Il faut une synergie autour de vous. Moi, je crois, si les accords ont été mal ficelés, il faut faire endosser cet accord un peu à la nation. Je crois, vous endosser avant de recuser. Ne sont pas passés au Parlement. Ce n'est pas passé, mais voilà pourquoi. C'est ça l'erreur. Mais voilà pourquoi aujourd'hui on parlerait, moi personnellement je parle de ce dialogue-là. Parce que rappelez-vous de l'accord de l'Union africaine. Rappelez-vous de l'accord de la CENCO. C'est-à-dire, il y a d'abord eu des accords entre politiques
Ensuite, le Parlement est venu, où on a vu, d'où on a bénéficié, les députés, les députés ont prorogé leur mandat. Donc, il y a une responsabilité des acteurs politiques. Il faut qu'on joue carte sur table pour dire que peut-être ces accords sont lourds à porter, sont lourds à dénoncer, parce que j'ai eu d'une manière à un temps à poser ma signature, mais aujourd'hui, je suis obligée, contrainte de remettre cela en cause, ou j'ai été obligée dans le passé, où on doit tout remettre, mais seul je ne peux pas, on en parle, parce que si ces gens avec qui vous avez signé des accords voient qu'il y a une synergie autour de vous, et que c'est toute la population congolaise, via leurs représentants ou via leurs différentes tendances, remettre cela en cause, ils ne vont plus leur brandir. L'union faisant la force. Ils ne vont plus brandir, dire non. Pour corroborer vos propos, je lis les propos de Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, qui a déjà vu les FDLR attaquer, occuper le Rwanda, un prétexte mensonger utilisé depuis des années. Nous avons toujours choisi de dialoguer franchement avec nos voisins. Malgré cela, les ennemis de la paix avaient d'autres intentions. Pour Patrick Mouyaya, le M23, le CNDP et le RCD sont des fabrications rwandaises. Mais aujourd'hui, ça... Non, mais c'est pas... Moi, je vous ai dit 2010, et je me rappelle, je venais à faire... J'étais à ma 2e année en tant que journaliste. Et du coup, je partais dans cette mission. Je me rappelle, on était avec l'actuel président du CESAC, Tito Ndombi, Achille Kadima. Mais vous arrivez, j'ai vu les troupes rwandaises, on nous a dit, écoutez, allez compter les nombres. Je suis entrée, j'ai vu, mais ils ont fait un mois. C'est-à-dire chaque gouvernement ou chaque régime depuis 1997 qui est arrivé a montré quand même la bonne foi de vivre paisiblement avec le voisin rwandais. Chacun peut-être à sa façon. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Chacun a eu besoin de Rwanda pour soit arriver au pouvoir, soit pour se maintenir au pouvoir. Alors ça, ce sont des choses que certains ne veulent pas entendre. Mais c'est la vérité. Comme ça, besoin du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie. Même pas moi, j'aimerais quand même limiter d'abord au Rwanda. Je parle de 97, depuis l'entrée de la FDL. Donc depuis 97 jusqu'à nos jours, d'une manière ou d'une autre, chaque régime qui a présidé aux destinées du pays a eu besoin du Rwanda. Parce que le Rwanda, la facture est peut-être salée aujourd'hui, c'est ça le problème. On en paye le prix quand même, on en paye le prix. Voilà pourquoi je me dis, à un certain moment, il faut que les gens arrêtent de ne voir que. Vous voyez un peu ces milliers voyez un peu ces milliers des femmes qui sont dans les rues. Mais ces enfants, à un certain moment, il faut dire, non, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mes enfants. Il y a la vie des autres qui compte aussi. Donc c'est bien, il n'y a pas que mon fauteuil qui doit primer surtout. Il n'y a pas que mes avantages qui doivent primer sur le reste. À un certain moment, on ne peut pas se dire 100 Congolais ou 2 Congolais valent plus que les 80 millions. On appelle à votre sensibilité. Regardez-vous, dites non parce que je dois à tout prix rester au pouvoir ou parce que je dois à tout prix accéder au pouvoir et je dois sacrifier ces millions de femmes, ces millions de jeunes, ces millions d'enfants. Non. Et ça a été le cas depuis bientôt 25 ans. Depuis 25 ans. Et aujourd'hui, doit-on quitter l'EAC? Parce que beaucoup de Congolais, j'ai lu Adolphe Mouzito, j'ai lu Martin Fayoulou, et bon nombre de nos compatriotes disent quittons l'EAC parce qu'on ne comprend même pas pourquoi on y est. Une organisation, une énième organisation qui ne nous apporte rien, que de problèmes, parce que nous devons aujourd'hui ouvrir nos frontières, nous devons subir le dictat, entre guillemets, des partenaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sera une piste de solution, Élisée Odia, pour atténuer un peu, malgré que les troupes kenyanes sont déjà là, de toutes les façons? Mais maintenant, là, il y a de plus en plus de gens qui se disent la solution au problème de la RDC ne viendra pas d'abord de l'extérieur, ne viendra d'aucune organisation régionale. Comme disent les chrétiens, le salut ne viendra ni d'Orient ni d'Occident. Ceux qui croient en Dieu disant, nous, il y a certaines personnes, moi je crois en Dieu, et ils disent, nous, nos vies ne dépendent pas de quelqu'un, ni d'un homme, ni d'une femme, ça dépend de Dieu. Je crois qu'à un certain moment, nous, Congolais, devons nous rendre compte que, d'abord nous devons nous organiser en interne. Et là, on ne le fait pas.
Et vous ne pensez, il n'y a aucune politique pour qu'on puisse s'organiser en interne. On dit oui, telle troupe va venir et il va nous aider, telle troupe viendra de l'Est et il va nous aider. C'est qu'il y a une bonne chose. C'est pas mal d'être aidé. L'Ukraine est en train d'être aidée. Mais pour que vous soyez aidé de manière efficace et que vous puissiez résister, il faut un minimum d'organisation. Vous avez vu, contrairement, parce qu'il y a des gens maintenant qui nous comparent à l'Ukraine. Ah, toujours. Mais maintenant, là, on vous dit, c'est... Même la presse ukrainienne est devenue l'extérieur ne vient pas combattre en Ukraine. On fournit les armes. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des troupes étrangères qui viennent carrément combattre ici chez nous. Voilà la différence. Arrêtons de faire des raccourcis. Ça, c'est juste un exemple. Frauduleux. Ouais, on peut donner tant d'exemples parce que certains se limitent à dire en Ukraine. Non, il y a beaucoup de choses qui se font. En Ukraine, on donne les armes. En Ukraine, on vient pour former les gens. On peut vous former en un mois pour arriver à manier mais tous vous entendez tous ces Européens dire que nous n'en verrons pas de troupes en Ukraine. Mais c'est le contraire ici chez nous. Ici chez nous, nous appelons les autres troupes à venir combattre. Même si, bizarrement, et ce qui est encore contradictoire, actuellement, l'offensive des FARDC, c'est que ce sont les FARDC seuls. On nous dit que ouais, les Kenyans arrivent, mais là, vous êtes en train de dire on doit tous être derrière les FARDC, mais en même temps, on importe maintenant tout, même des troupes étrangères, on importe tout. Et c'est ce qui est triste, on savait qu'on importait tout, la nourriture, tout, mais là, on importe les troupes étrangères. Et il y en a combien? Il y en avait déjà pour le compte de la MONUSCO, déjà il ne combattait pas, à mon avis. Maintenant là, on veut importer des troupes étrangères pour venir combattre contre d'autres troupes étrangères. Vous imaginez? Parce que le M23, vous voyez la nébuleuse un peu. Donc vous avez le M23 qui officiellement est soutenu par le Rwanda. Donc le M23, plus d'armement que voilà, et ça c'est reconnu par les Nations Unies. Donc vous avez déjà une troupe étrangère qui lui-même qui combat sur notre sol, combat nos FARDC, nous importons d'autres troupes étrangères. Donc, c'est-à-dire on aura sur nos sols des troupes étrangères qui se battent pour notre sécurité. On n'est pas si naïf que ça, quand même. Des différentes troupes étrangères. On n'est pas si faible que ça. Non, je crois qu'on est faible, ça on peut l'admettre. On est faible. Mais on ne doit pas être naïf. Donc, vous pensez que les gens doivent quitter chez eux pour nos beaux yeux, venir ici combattre pour nous voter au nom d'une solidarité africaine qui nous dit, bon, je suis un peu sceptique, je crois qu'on doit compter d'abord sur nous-mêmes, on doit travailler, c'est vrai que ça peut prendre du temps, il y a cette détermination des forces armées congolaises, des gens qui sont prêts à donner de leur vie pour que, mais il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils soient outillés, il faut qu'ils soient bien traités, bien rémunérés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Combien est payé? Quand vous parlez de ça sera anti-patriote. Mais vous savez, nous recevons des messages WhatsApp, nous rencontrons beaucoup d'entre eux, ils disent, vous savez pourquoi on décide l'armée avec de grandes oreilles, des gros yeux, mais une petite bouche? Parce que l'armée est muette. La grande muette. Et qui peut parler de cette armée, de nos policiers, de nos militaires, sinon nous? Nous devons dire aux gens, il y a un sérieux problème, ils n'ont pas d'équipement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous du temps de Mouzito qui est allé qui se sont rendu compte. Donc quand on dit ça, c'est pas pour accabler un régime, le régime actuel, parce que nous l'avions déjà décrié. À l'époque, on n'était pas antipatriotes. De Mouzito, on disait que les militaires, ils n'étaient pas bien pris en charge et qu'il y avait un problème. On le décriait déjà à l'époque, parce qu'on est dans les si on était écouté à l'époque, on aurait peut-être changé. Mais aujourd'hui, Élisée Odia, est-ce que la population doit, entre guillemets, pardonner à Félix-Antoine Tshisekedi, pardonnez entre guillemets, pour que je corrobore un peu par rapport au propos de Mouyaya qui dit jeune femme journaliste, toujours nous, on est toujours dedans, nous tous nous devons être au front pour défendre notre patrie, la seule que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons mettre toutes les erreurs de Fachi de côté parce que nous devons à tout prix sauver la nation. Les erreurs commises par Fachi, qu'on dise qu'aujourd'hui du bien de Fachi parce que nous devons à tout prix sauver la nation. Bon, peut-être que je ne ferai pas ça de cette façon. Je dis les erreurs, nous tous nous en avons commises et nous en commettrons. Et
l'actuel président n'est pas les seuls à avoir commis des erreurs, en tout cas de son point de vue peut-être pas encore, mais si on peut parler en termes d'erreurs, est-ce qu'il est le seul? Moi je vous ai parlé, à mon avis ça remonte à 97. Okay. À mon avis, il y a une succession d'erreurs, surtout sur la politique de défense de notre pays, à partir de cette date-là, au moment où on a accepté qu'une armée intra, l'importation d'ailleurs a commencé à partir de là. Donc à partir de là, est-ce qu'on doit charger le président aujourd'hui? Ou charger Kabila le fils? Ou Fachi? Charger Fachi, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est là en train de débattre? Oui, c'est lui qui avait mal fait avant. Non, on a bien fait. Oui. Non, mais ça va nous aboutir à quoi? Oui. Je crois qu'on doit se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ou la bonne question essentielle pour moi aujourd'hui, comment on arrive à mettre fin définitivement à cette guerre? C'est ça. Tant qu'on se posera des questions genre, c'est toi qui avais tort, moi j'avais raison, c'est moi qui avais raison, toi tu avais tort, on passera à la côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est dire comment on arrive à sécuriser cette partie, comment on arrive à retrouver l'intégralité. Je ne parle même plus de l'intégrité, moi je parle d'abord de l'intégralité de notre pays. Posons-nous d'abord ces questions. On est là, nous sommes, moi et vous, nous sommes sur les réseaux sociaux, les gens sont là, c'est bien. Non, c'était eux. Nous, on est dans certains groupes WhatsApp et où il y a des politiciens qui viennent avec des articles de 2013 pour dire que leur pouvoir avait raison, et d'autres qui viennent avec comment on peut dire, pas des contrats, des accords signés en 2019 pour dire que non, c'est vous actuellement qui avez tort. Mais ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance en rien. Pendant ces temps, il y a des milliers de femmes qui dorment à la Belle Étoile, qui ne savent pas si un jour ils retrouveront leur maison. Pendant ces temps, il y a des enfants qui ne vont pas étudier. Et c'est une perte énorme pour la République. Nous, on est là. Toute une génération sacrifiée, en tout cas. Nous, on est là en train de se dire, non, nous, on avait raison. Eux, ils avaient tort. Non, eux, ils avaient raison. Nous, on a tort. Non, on n'est pas. La discussion ici, la question se dit comment on arrive à mettre un terme à ce cycle qui dure depuis 25 ans. Et que le président, soit moi, je ne veux pas chercher qui avait... Mais moi, je le dis... Parce que si lui ne veut pas appeler, ou s'il appelle, les autres ne décrochent pas, vous savez, décrochez vos téléphones. Ailleurs, Martin Fayoulou, Katumbi et les autres, décrochez vos téléphones. On doit sauver la nation. Moi, je dis, vous savez, avant d'entrer en guerre, je crois, en fait, pas d'entrer en guerre, avant d'apporter son appui à l'Ukraine, peut-être que je me trompe, mais j'ai vu le président français, parce qu'on me compare avec l'Ukraine. Oui. Quand il faut comparer, il faut aller comparer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne faut pas se limiter parce que la tête d'Élysée ne te plaît pas, tu te mets à comparer, ça n'a pas de sens. Ou la tête de Kimoto, la tête de Staline. On n'est pas là pour nous faire aimer. Donc, on compare, je dis, moi j'ai vu le président français recevoir les leaders de tous les partis politiques. Et soit dit en passant, pour ceux qui pensent qu'il y a beaucoup plus de partis politiques ici qu'ailleurs, en France, il y a 571 partis politiques. Pour ceux qui aiment bien faire la comparaison. Et aux États-Unis, il n'y a pas que deux, hein. Ne vous en faites pas aussi. En France, hein, un pays de, je crois, 70 millions d'habitants, 4 fois moins que la RDC, c'est 571 partis politiques. Et l'État n'arrive à rembourser que, je crois, une trentaine, si je ne m'entends pas. Ça, c'était une parenthèse. Mais Macron a reçu ces gens-là, les leaders des grands partis politiques. Il dit, regardez ce qui se passe là-bas. Nous, on veut appuyer l'Ukraine. C'est qu'on va faire, on veut. Et il a parlé avec eux. La France n'était pas directement, et n'est pas directement en guerre contre la Russie. Mais il y a une position officielle de la France par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais aujourd'hui, quand je dis officielle, c'est une position qui a été acceptée également par les opposants du pouvoir en place. Une position officielle, ce n'est pas une position qui est imposée, qui vient seulement du régime en place ou du pouvoir en place, qui dit, moi, ma position est là, on fait non. Une position officielle d'un pays, je crois, dans la politique de défense d'un pays, doit être endossée par les différentes parties prenantes dans la vie politique de ce pays. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. On se dit, pourquoi? Parce qu'on se dit, je veux battre, et certains ont eu à commettre cette erreur dans le passé, dire, je veux que la victoire
l'histoire me revienne à moi seule. Je veux qu'on dise que c'est moi qui ai réussi à mettre fin au M23 ou à telle rébellion. Et ça ne marche pas. Aujourd'hui, moi je dis personnellement, le président actuel ne perdrait rien parce qu'il a fait tellement des promesses. Je mourrai pour Goma. Je verrai, mon bilan ne va pas être satisfaisant si je n'arrive pas à mettre fin à la sécurité. Il y a tellement de promesses. Vous savez, si vous voulez, à mon avis, réaliser une promesse ou concrétiser un rêve, réaliser une promesse, il y a certaines concessions qu'on doit faire. L'essentiel, c'est vraiment l'objectif qui compte. C'est en fait la finalité. La finalité, c'est quoi? Si avec ça, on arrive... Tendez la main. T'as tendu la main une première fois, on a dit qu'elle était sale, c'est pas grave. Si tu estimes que c'était sale, effectivement, essaye de laver cette main et retends-la. Retendre. Mais si elle n'était pas sale, retends encore et c'est pas grave. Si c'est la nation d'abord. C'est la nation d'abord. Et le président de la République, en tant que garant, il a cette obligation parfois de s'humilier plus que les autres. C'est aussi ça, être chef. Exactement. Merci beaucoup, Élisée Odia. Très heureuse d'être avec une intelligence pareille. En tout cas, je suis plus que satisfaite. Désolée, mais je nous jette des fleurs parce que là, ça m'a fait énormément plaisir d'entendre Élisée Odia émettre des avis comme ça. Et je lance l'appel, les femmes, venez. Ce n'est pas un combat de coq, ce n'est pas un combat de poule. C'est parler entre nous, émettez vos idées et le monde va vous découvrir. On a besoin de nos idées, on a besoin de découvrir ce que nous pensons parce que demain, quand Élisée Odia sera député national, mais les gens pensent que genre, non, mais je ne saurais pas. Vous savez, je ne saurais pas. Vous ne savez pas, ok. On dit jamais, mais les gens ils pensent que peut-être par rapport à certains avis... Bon, on nous a tellement habitués à ça. Mais je le dis seulement, je dis peut-être le jour où elle aura plus de pouvoir, une parcelle d'autorité, vous saurez déjà qu'Élisée Odia, c'est une crème, c'est une intelligence. Vous savez, on n'a plus envie de découvrir les gens dans l'exercice de leur pouvoir. On est fatigué. Hein? On est fatigué, un tout petit peu. Voilà. Cette nation a besoin de nous et chacun doit travailler dans son espace pour sauver cette nation. Et Élisée Odia l'a fait. Merci en tout cas. Merci. Juste un mot, moi je crois qu'une crainte, surtout par rapport, on a parlé de la liberté de la presse, vous savez, ou la liberté d'expression. Récemment, vous avez entendu le procureur général près la Cour de cassation dire qu'il faudrait renforcer, hausser ou revoir à la hausse la peine pour l'outrage ou l'offense. Et hier encore ou avant-hier, c'est le président de l'Assemblée nationale qui parlait de restrictions qu'il faudrait imposer à la presse. Non, non, un État, on a opté pour un État démocratique. Si on a opté pour un État démocratique, une démocratie va de pair avec la liberté d'expression ou la liberté de presse également. Donc vous ne pouvez pas dire que nous sommes la République démocratique du Congo et commencer à brimer la presse et commencer à vouloir restreindre, réduire la liberté de la presse. Non, là on enlève le mot République démocratique. Et on reste la République du Congo qui voulait être République du Congo ou populaire, ou la République populaire de Chine, on sait, on peut voir d'autres pays qui ne sont en rien ou qui ne veulent en rien devenir une démocratie, on sait. Mais nous, on a fait le choix d'être une démocratie, il faut qu'on veille sur la liberté de la pression, et la liberté d'expression, la liberté de la presse. On ne parlera pas de libertinage et je ne le dirai jamais assez. Moi, je suis contre les imputations dommageables, contre les injures, contre la diffamation. Pour preuve, on ne me brandira jamais un tweet, jamais un article, jamais une émission d'Élisée Odia où il y a eu des insultes, ou un article de presse écrit par moi, il y a des insultes, ou un tweet venant de moi où il y a des insultes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Likez, partagez cette émission. Nous nous retrouverons très bientôt avec 2 345 000 km². À très bientôt.